Bonjour, je m'appelle José Marcoux, enseignant en biologie. Bienvenue dans cette présentation qui parle de la croissance et du remodelage osseux, ainsi que de la régulation homéostatique de la calcémie. Les objectifs dans le cadre de cette présentation sont d'expliquer les fonctions des ostéocytes, des ostéoblastes et des ostéoclastes, principalement euh, lors de la croissance et du remodelage osseux. Expliquer aussi l'origine des lignes épiphysaires et puis décrire l'interaction du système osseux avec le système endocrinien. La présentation va se dérouler en trois parties. D'abord, la croissance en longueur et en largeur des os d'un os long. Ensuite, on va parler un petit peu du remodelage osseux. Puis, on va terminer avec le contrôle hormonal de la régulation homéostatique de la calcémie. La croissance osseuse commence au cours du développement intra-utérin en parallèle avec l'ossification des os. La croissance osseuse en longueur repose sur la croissance interstitielle. La croissance osseuse en largeur repose sur la croissance par apposition. Cette image illustre de quelle façon les os peuvent croître en longueur sous l'influence des hormones de croissance, des hormones thyroïdiennes ou des hormones sexuelles. Ces hormones contribuent à l'allongement des os grâce à un phénomène qu'on appelle la croissance interstitielle qui se déroule ici au niveau entre en fait les épiphyses et la diaphyse. On peut voir sur cette image qu'il y a eu allongement de l'os et que les points B et C sont toujours au même endroit, même s'il y a eu croissance. Par contre, les extrémités des épiphyses, elles, se sont distancées avec le temps. Alors, quel est le phénomène qui explique l'allongement des os de cette façon? C'est ce qu'on va expliquer. Ben, ça repose essentiellement sur la croissance interstitielle. Puis la croissance interstitielle, ça repose sur la multiplication des chondrocytes par mitose qui a lieu dans le cartilage épiphysaire. Alors, on voit sur mon image ici le cartilage épiphysaire, c'est cette petite région-là, visible chez les enfants pendant l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Le cartilage épiphysaire comprend 5 zones. Alors, si on commence avec la zone qui est ici en contact avec, disons, l'épiphyse, ce qu'on appelle la zone numéro 1, cette zone-là comprend du cartilage hyalin avec des chondrocytes normaux. On appelle ça le cartilage de réserve. Alors, les chondrocytes là, sont visibles un petit peu partout ici dans la matrice cartilagineuse hyaline. La zone numéro 2, très foncée sur l'image, contient du cartilage en prolifération. Alors, c'est cette zone-là ici. Dans ce cartilage, les chondrocytes se multiplient et s'empilent très rapidement grâce à la mitose. On voit même que ça forme des genres de colonnes de cellules empilées les unes sur les autres. Dans la zone numéro 3, les chondrocytes ne se divisent plus, mais ils continuent de s'hypertrophier, puis souvent leur lacune finit par fusionner avec les lacunes des cellules voisines. Alors, ça donne lieu à des espaces un peu plus grands. Dans la zone numéro 4, ce qu'on appelle la zone de calcification, il y a des dépôts de minéraux, le calcium et le phosphore, pour nommer ces deux-là, qui vont entraîner la calcification progressive de la matrice cartilagineuse et en même temps la mort des chondrocytes qui, à cause de leur disparition, là, vont laisser de très grands espaces vides qui ont l'air de colonnes finalement, plus visibles peut-être au niveau de la zone numéro 5. Là. Donc on voit des genres de colonnes un petit peu partout.
comme ça ici, dans lequel il n'y a plus de chondrocytes. Les espaces de la zone 5 vont permettre l'arrivée de cellules ostéogéniques. Alors ça ici, là, ce serait l'équivalent de moelle osseuse rouge avec des cellules ostéogéniques qui vont se différencier en ostéoblastes et ça va poursuivre l'ossification selon les besoins de l'os, alors que les ostéoclastes qui vont aussi être présents vont continuer de dissoudre le cartilage calcifié là, qui se trouve juste ici en surface. Voilà pour l'ossification qui mise sur la croissance interstitielle. Sur cette image-ci, on peut voir de très minces régions de cartilage épiphysaire qui séparent la diaphyse des épiphyses. Donc, on voit à quelques endroits, là, ici notamment, juste là, là. On en voit aussi au niveau des os de l'avant-bras, juste ici. Alors, ça, c'est encore du cartilage hyalin. Ça apparaît transparent sur la radiographie. Par contre, tout ce qui est osseux, calcifié, là, apparaît blanc bleuté là-dessus. Alors, désolé du petit contretemps. Alors, nous disions que l'autre processus de croissance osseuse, surtout pour accroître la largeur des os, va se faire par apposition. C'est un processus qui est continu, dans lequel il va y avoir du dépôt osseux qui va se faire simultanément à de la résorption osseuse et ça va se dérouler juste en dessous du périoste et juste en dessous de l'endoste. Donc, on voit sur mon image ici le périoste à la surface de l'os chez le nourrisson. Alors, il va y avoir ajout de matériaux ostéoïdes, multiplication cellulaire également. Donc, l'os compact va s'épaissir progressivement dans cette direction. Alors, c'est ce qu'on montre sur la deuxième image chez l'enfant. On peut voir par contre que la cavité médulaire s'est aussi élargie. Alors ça veut dire qu'il y a eu activité des ostéoclastes qui ont dégradé l'os au fur et à mesure que de l'os s'ajoutait, disons, à l'extérieur sous le périoste. Ben, les ostéoclastes sous l'endoste faisaient de la résorption osseuse. Et comme ça se poursuit dans le temps. Et puis, arrivé à l'âge adulte, on voit que globalement, de l'extérieur, l'os s'est considérablement élargi. La quantité d'os compact aussi a augmenté légèrement. Puis, la cavité médulaire, elle, a continué de se creuser au fil du temps. Ce processus de croissance osseuse par apposition se déroule tout au long de la vie. Ça va varier selon le sexe et l'âge de l'individu. Puis c'est influencé par différentes hormones et aussi par les contraintes mécaniques. Passons maintenant au remodelage osseux. Alors, le remodelage osseux est un processus qui permet de modifier la configuration extérieure et intérieure des os pour maximiser leur résistance ou pour répondre aux contraintes mécaniques qu'ils subissent au quotidien. Par exemple, on voit ici le biceps qui est attaché sur l'os. À mesure qu'il y aura des mouvements de contraction, ça va déformer l'os ici à la surface. Ça va entraîner un remodelage osseux à l'intérieur. Alors, les contraintes mécaniques proviennent des forces de contraction des muscles squelettiques, comme sur cette image, puis aussi de la force gravitationnelle. Ces contraintes-là sont détectées par les ostéocytes qui communiquent avec les ostéoblastes à l'intérieur des os. Puis là, ça va augmenter la synthèse de matériaux ostéoïdes et la calcification. C'est pour cette raison-là que l'activité physique comme la marche, la course, les poids, les haltères, ça aide à accroître puis conserver la masse et la solidité des os. Alors, sur ce petit vidéo, on va voir l'os au niveau du coude. Alors, on va aller voir à l'intérieur de. Voilà pour le remodelage osseux. Maintenant, on va passer à la régulation hormonale qui est derrière l'ossification, la croissance et le remodelage osseux.
Ça repose sur, entre autres, la gestion de certains éléments minéraux dans le sang, notamment le calcium, ce qu'on appelle la calcémie. La calcémie, c'est géré grâce à trois hormones. La calcitonine, qui est produite par la glande thyroïde, la PTH, ou la parathormone produite par les glandes parathyroïdes, et le calcitriol, qui provient de la vitamine D, gérée entre autres par les reins. D'autres hormones peuvent influencer la croissance puis le maintien des os, comme les hormones de croissance, les hormones sexuelles, l'insuline, mais ce ne sera pas discuté dans le cadre de cette présentation. On peut noter aussi que, outre un rôle prédominant dans la calcification puis l'ossification, le calcium, il y a d'autres rôles importants dans le corps humain. Entre autres, il est impliqué dans les influx nerveux, dans les contractions musculaires, autant au niveau des muscles squelettiques que du cœur, puis aussi dans la coagulation sanguine, pour ne nommer que ceux-là. Alors, cette image montre la régulation de la calcémie lorsqu'elle est faible. Alors, c'est le stimulus de départ. Quand ça se produit, les glandes parathyroïdes sont équipées de chimiorécepteurs qui vont détecter cette baisse de calcium. Et puis, en réponse à ça, comme les parathyroïdes agissent aussi comme centre de régulation, il va libérer la PTH ou la parathormone. Une fois dans le sang, cette hormone-là, la PTH, va agir en collaboration avec le calcitriol. Le calcitriol, c'est une autre hormone qui est fabriquée à partir de la vitamine D qu'on absorbe via notre alimentation ou via les rayons du soleil. Une fois la vitamine D convertie par le foie en calcitriol, le calcitriol, oui, par le foie et par les reins, en calcitriol. Le calcitriol va cheminer comme ça ici, venir rejoindre l'autre hormone, la PTH, et ils vont cibler trois effecteurs pour augmenter le taux de calcium dans le sang. Donc, les premiers effecteurs à réagir dans ce cas-ci, ça va être les os, plus spécifiquement les ostéoclastes, qui vont augmenter leur activité de résorption osseuse, et ça va permettre de relarguer un peu de calcium qui était entreposé dans la matrice osseuse. Alors, ça va se retrouver dans le sang. Les seconds effecteurs, ce sont les reins. Alors, les reins qui agissent encore là sous l'influence de la PTH et du calcitriol vont augmenter la conservation du calcium au lieu de le laisser filer dans l'urine. Puis finalement, les derniers effecteurs, ce sont les intestins, l'intestin grêle particulièrement, qui va augmenter son absorption du calcium ingéré via l'alimentation. Donc, grâce à ces trois effecteurs, puis à deux hormones, la calcémie va être de retour à l'homéostasie. En cas de calcémie élevée, maintenant, ça va être au tour des chimiorécepteurs de la glande thyroïde d'intervenir. Alors, le stimulus principal de départ, c'est une calcémie élevée. Les chimiorécepteurs de la glande thyroïde, qui agit aussi comme centre de régulation, vont libérer une hormone qu'on appelle la calcitonine. La calcitonine va se retrouver dans le sang, va circuler par cette voie efférente jusqu'à un groupe d'effecteurs, en l'occurrence, dans ce cas-ci, les os. La calcitonine va provoquer une hausse d'activité des ostéoblastes dans les os, puis par le fait même, le calcium va être entreposé dans la matrice osseuse. Cette action-là va ramener la calcémie à une valeur plus proche de l'homéostasie. Voilà, j'espère que cette présentation vous a aidé un petit peu plus dans votre apprentissage. Vous en savez un peu plus sur la croissance et le remodelage osseux, puis vous en savez aussi un petit peu plus sur la gestion hormonale de la calcémie essentielle aux deux processus. Merci de votre attention.